Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed, autant pour moi, Mori Agua, bonjour. C'est avec raison, hein. Oui. C'est avec raison parce que vous êtes, Ahmed, il est malmené entre Ahmed et Mori, donc ça puis, peut arriver. Il faut dire que lundi mardi aussi avec Ahmed. Oui, ça peut arriver. Mori Agua, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour, oui. C'est un plaisir, Laurent Roland. Plaisir partagé. De vous retrouver. Oumar Riandu, bonjour. Bonjour Mori, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, les unes, vous les avez suivies, je les ai défilées un peu, donc je crois quand même que le 20 est tiré, si je dis ça. Est-ce que c'est encore le moment de le dire parce que la justice fait son travail, le procès va continuer, mais aujourd'hui, en cette date, nous savons que certaines langues disaient qu'elles attendent de voir si notamment l'ami du président de la République sera déposé ou pas. Mais cette nuit, personne n'a pu donc arrêter la chose, mais c'est arrivé. Les deux ont été effectivement déposés et ceux qui attendaient de voir ont vu et les Saint Thomas, certainement, on va leur demander s'ils ont cru. Et Laurent Roland Tonekes, voilà la situation. Alors, vous faites bien de planter le décor en disant ça. Mais moi, je souris en disant, oui, écoutez, le corps a été déposé. Moi, personnellement, je disais aussi, j'attends de voir si véritablement cette affaire devrait contribuer à amener Olivier Bokor en prison. Lui, l'ami, compagnon d'infortune. Patrice même l'a dit, que c'est son compagnon d'infortune, qu'il l'appelle parfois compagnon d'infortune. Et donc, qu'on en arrive à voir que le compagnon d'infortune, ami, en tout cas, se retrouve en prison, on se pose des questions. D'abord, je voudrais que nous puissions commencer par revoir le thème que nous utilisons. Nous avons tous dit tentative de coup d'État. Mais hier, la justice a parlé de complot contre la sécurité de l'État, corruption d'argent public et blanchiment de capitaux. Donc, on ne va pas continuer à dire tentative de coup d'État, malheureusement. D'accord, qu'est-ce qu'on va dire? Complot contre la sécurité de l'État. D'accord, complot contre la sécurité de l'État. Et donc, aujourd'hui, quand je suis ce procès, je vois les différentes dépositions hier, en tout cas les déclarations des ministres. Donc, il y a eu requalification? Oui, il y a requalification des faits. D'accord. Et quand vous regardez la requalification des faits, vous posez des questions parce que ici, vous imaginez quand on demande au commandant qui dit qu'il n'a jamais eu d'échange avec Olivier Bokor sur un éventuel coup d'État. Donc ça veut dire que, si vous vous souvenez, le mercredi dernier, je vous disais qu'il se peut que dans l'évolution du dossier, que Olivier soit innocenté parce qu'en réalité, on n'a pas vu en pleine action. C'est chez l'autre qu'on a pris l'argent. Et donc, si on n'arrive pas à établir la preuve que l'argent a quitté chez Olivier Bokor pour aller chez Ozano Meki, ça suppose qu'en réalité, un non-lieu pourrait être dit en sa faveur. Donc, en fait, la seule preuve à établir maintenant, c'est de savoir est-ce que l'agent effectivement a quitté Bokor pour aller chez Omeki. Alors, le commandant a dit, en tout cas, selon certains rapports faits de l'audience hier, c'est que le commandant a dit qu'il n'a pas eu d'échange avec Olivier Bokor. Et puis, Olivier Bokor qui dit avoir connu Ozano Meki grâce à Patrice Talon. Vous comprenez bien, vous suivez bien la logique. Cela suppose que, au-delà de ce qu'on sait que Omeki est OB, il l'a déclaré, c'est qu'il n'avait pas de relation personnelle avec lui. Si Omeki avait des relations personnelles avec quelqu'un, c'était avec le chef de l'État, qui est son ami et qui, grâce à qui il l'a connu. Donc, on voit. Et donc, quand on parle, vous vous souvenez que je disais aussi que c'est Omeki qu'on a trouvé l'argent. Et qu'il se peut qu'après, quand on parle de blanchiment de capitaux, nous en sommes là aujourd'hui. Donc, même cette affaire de complot contre la sécurité de l'État peut tomber à tout moment. Et on va garder seulement blanchiment. Blanchiment de capitaux, tentative de corruption d'argent public. Donc, cela suppose que quoi? Et c'est pourquoi je continue de dire, moi, Laurent Tonekes, j'attends le procès à proprement parler. J'attends le verdict. Très bien. Pour tirer mes meilleures conclusions. Parce que là, vous allez sauter pieds joints dedans. J'ai vu les gens écrire n'importe quoi, tout, ils disent tout. Vous allez écrire. Bokor peut-être sera innocenté un jour, il va sortir. Et puis, peut-être c'est le jeune qui va faire les frais. Et puis là aussi. Parce que même en réalité, quand on parle de blanchiment de capitaux, je ne pense pas qu'on puisse poursuivre aussi facilement quelqu'un comme Olivier Bokor, même si l'argent vient de lui, comme pour blanchiment de capitaux. Pourquoi? Tout le monde est d'accord que c'est un homme d'affaires. Si vous imaginez un instant un site
un homme d'affaires comme Dangote dans une affaire comme ça, où l'argent circule, on ne peut pas l'attaquer pour blanchiment de capitaux. Parce qu'on sait que c'est un homme d'affaires prospère. Donc, Qui manipule beaucoup d'argent. Et il peut justifier par 2-3 moyens comment est-ce qu'il a gagné 1,7 milliard dans telle ou telle affaire. Et ça, vous allez... et ça passe à côté. Donc, j'estime que ce dossier, on n'est pas encore bout. On apprend que l'un des hommes de main de Olivier Bokor aussi est allé en prison. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas donner son nom. Bon, moi, je ne lui donnerai pas non plus. D'accord. Mais on sait que quelqu'un est allé en prison avec les deux. Mais est-ce que c'est quelqu'un, c'est plusieurs personnes, n'est-ce pas? Non, il y a 2 qui sont... Je dis 4 autres... Oui, il y a 2 qui sont mis sous convocation. Mais il y a une autre 3e personne qui est allée en prison avec Olivier Bokor et Ozone Meki. Ils sont sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. Les autres sont sous contrôle judiciaire. Bon, vous ne voulez pas donner de nom, même si nous connaissons les noms. D'accord. La justice n'a pas donné les noms. Si la justice hésite à donner les noms, c'est pas à nous Si de... la justice hésite à donner les noms, moi je vais donner les noms. Pourquoi? Vous ne savez pas que c'est là où ils sont en train de nous guetter. Peut-être que la justice a donné les noms, mais que les médias n'ont pas voulu communiquer les noms. Ce qui est su d'hier, aujourd'hui, tout peut changer. Et le monsieur peut-être entend une autre décision d'intervenir, il est rentré chez lui. Si vous dites qu'il est en prison et qu'il n'est pas là... Il faudra prouver qu'il est là-bas. Voilà. D'accord. Moi je ne vais pas aller dans ce débat. Ok. Surtout qu'on n'a pas eu accès vraiment à la salle. Je pense que c'était vraiment contrôlé. Et vous en parlez, Laurent. Oui. Est-ce que c'est normal que des journalistes, dans l'exercice de leur métier, pour ce genre de procès, qu'on leur refuse d'accéder à la salle pour assister à un tel procès? Pas avec leur caméra forcément, mais au moins pour s'asseoir et écouter, pour pouvoir en parler après. Puisque nous avons des confrères, même hier, qui ont exhibé leur carte de presse. Je vais appeler de nom, Peggy Ludovic Dagba, par exemple, qui était sur le terrain, qui a exhibé sa carte de presse. On lui a dit d'appeler un commandant avant d'accéder. Est-ce que nous allons continuer par empêcher les journalistes de faire leur travail? Ou si vous pouvez me dire rapidement, hier, je posais la question quelque part. L'affaire là, est-ce que c'est une affaire d'État ou c'est une affaire familiale? Posez-vous les questions. Je vous renvoyerai la question tout à l'heure et vous allez nous répondre. Oui, Oumba. Non, par rapport aux journalistes, moi je dis clairement, il va falloir nous faciliter la tâche parce que le journaliste fait quoi comme travail? On l'a répété, on l'a martelé sur ce plateau. Ne soyez pas fatigué de le répéter. Non, on ne sera pas fatigué. Le journaliste est le porte-voix comment on appelle, de ce peuple-là. Le journaliste est l'éclaireur de ce peuple-là également. Nous avons choisi ce métier-là parce que nous aimons la liberté, parce que nous aimons donc, comment on appelle, le droit, la liberté d'information, le droit à l'information. Et ce droit à l'information, c'est un droit que l'État doit pouvoir assurer à tout Béninois. Pour une telle affaire qui se déroule au sommet de l'État, c'est tout à fait normal que la majorité des Béninois ait envie de s'informer, de savoir ce qui se passe. Et quels moyens est-ce que le Béninois a de s'informer aujourd'hui ? Si ce n'est pas nous qui venons sur ce plateau, si ce n'est pas nos confrères qui vont donc sur les terrains de reportage pour recueillir donc les informations et venir donc les mettre dans le journal télévisé, le journal parlé pour la radio ou encore dans les canards un peu partout à travers donc le pays. Donc empêcher les journalistes c'est un peu compliqué. Maintenant, est-ce qu'on doit dire qu'ils ont été empêchés? Peut-être que la procédure pour assister donc aux audiences à la criette ne sont pas encore maîtrisées par nos confrères, qu'on nous explique clairement la procédure. C'est un faux problème. Qu'on nous dise clairement ce qu'il faut faire. Les procès, toujours. En tout cas, la plupart du temps. Dans les affaires de Rekia, Joël et également, on a pu voir que les gens quand même avaient assez. Et il y a d'autres procès qui ont été organisés. C'est pourquoi je posais la question de savoir si c'est une affaire d'État ou c'est une affaire de famille. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à ce niveau, mais je pense que peut-être qu'il y a une procédure que nos confrères ne maîtrisent pas encore. Peut-être qu'il y a quelque chose comme information qu'on doit avoir pour pouvoir donc être conforme à ce que donc, les autorités judiciaires de notre pays attendent de nous. Donc, il va falloir nous donner toutes ces informations-là pour que nous puissions remplir donc, tous les papiers qu'il faut, de sorte à pouvoir donc, avoir accès facilement donc, aux salles d'audience. C'est vrai que les informations, en de telles occurrences, sont
très compliqué à relayer. On comprend, les journalistes aujourd'hui ne sont plus, comment on appelle, ce qu'on pensait d'eux. Je veux rassurer les autorités. Tout le monde est plutôt mûr sur ce plan-là aujourd'hui. On sait que c'est des informations très sensibles. On sait comment les relayer. Ce n'est pas tout qu'on doit relayer quand on veut et comme on veut. Donc il faut faire très attention. On comprend donc la crainte des autorités, mais au même moment, il faut permettre donc au peuple d'être informé parce que ça se passe au sommet de l'État. C'est des personnalités, de très hautes personnalités qui sont accusées. Il est bon que chacun puisse avoir donc un son de cloche venant donc de la justice et ça c'est le rôle donc des journalistes, c'est notre rôle à nous de relayer cette information-là. Maintenant, pour venir peut-être à l'affaire elle-même. À l'affaire qualifiée de complot voilà, contre la sûreté de l'État, voilà, blanchiment de capitaux. Voilà, complot contre la sûreté de l'État, coup d'État. Peut-être qu'on va nous faire, les juristes qui comprennent mieux les thèmes, peut-être vont venir après pour nous expliquer mieux la chose. Parce que pour moi, un coup d'État, c'est pas loin d'un complot contre la sûreté de l'État. Préparer un coup d'État et voilà, faire un complot. Bon, enfin, je me dis que peut-être on n'est pas très loin. Ben bon, ça c'est pas le. Mais les éléments qu'il faut retenir et où Laurent a raison ce matin, c'est par rapport au blanchiment de capitaux. Comme si je n'avais jamais raison. C'est par rapport au blanchiment de capitaux et le troisième chef d'accusation, c'est quoi déjà? Corruption d'argent public. Voilà, corruption d'argent et blanchiment d'argent public. Voilà, ces éléments-là sont en fait, parlant du commandant. Voilà, sont moins graves que le complot contre la sûreté de l'État. On est d'accord? Et si jamais on en arrive à éliminer le complot de l'État, ça veut dire que finalement, toute cette affaire a été beaucoup de bruit pour pas grand-chose, on va dire. Parce que le juge qui a demandé une instruction, une information judiciaire. En demandant cette information judiciaire, ça veut dire qu'il mène ses collègues, qui est le juge d'instruction, sur le terrain, qui va aller faire donc des enquêtes complémentaires pour nous permettre de mieux analyser les faits, de mieux juger, on va dire, les faits. Donc, ça veut dire que ce juge d'instruction-là, qui va faire le travail, c'est à lui maintenant que tout ceci est, comment on appelle, enfin, tout est dans sa main actuellement. On attend juste ces déclarations. On attend de voir comment est-ce qu'il va mener cette instruction, comment est-ce qu'il va constituer cette information judiciaire qui va permettre donc à son collègue de juger finalement toute cette affaire. Donc, attendons de voir où l'enquête va nous mener, quelles seront les conclusions de cette enquête. Ça sera très important. Mais moi je dis qu'on n'est pas loin vraiment de gros rebondissements. À mon humble avis, je sens qu'on aura vraiment... Je ne me base vraiment sur rien. Un journaliste ne doit pas se baser sur son intuition. Mais je sens qu'il y aura forcément des rebondissements. Parce que quand dans de telles affaires, ça ne se prépare pas forcément tout seul. Vous êtes d'accord avec moi? Et le commandant, il a été le seul à être informé. Qui d'autre est au courant? Qui sont les personnes autour de Omeki, autour de peut-être, je mets bien peut-être pour beaucoup, parce que jusque-là, le commandant dit qu'il n'a jamais eu à parler avec lui de complot contre la sûreté de l'État, ni de coup d'État avec lui. Mais par contre, Omeki, bon, lui, c'est un autre cas. Donc, peut-être Omeki, peut-être beaucoup, qui sont ceux autour de ces messieurs-là également, qui sont concernés, qui ont entendu parler. Donc, on attend de voir toutes ces personnes-là. Moi, je me dis, avec le temps, avec, comment on appelle, la procédure judiciaire qui est lancée... Qui se pourrait qu'il y ait rebondissement. Voilà, qu'il y ait des rebondissements. Oui. Laurent? Moi, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, vous suivez la semaine dernière encore, je le rappelle, je disais que cette affaire a de similitudes avec une affaire par le passé, dans laquelle on a déclaré un non-lieu. Et si la justice évoluait sur le terrain de tentative de coup d'État, on ne devrait pas être surpris de voir qu'il y ait un non-lieu déclaré. Est-ce que vous savez que les tests ont évolué? Il me semble que j'ai lu quelque part que les tests ont évolué et qu'il y a encore quelques années, pour une affaire comme ça, on pouvait qualifier de non-lieu, mais que aujourd'hui, je vous laisse. Je suis d'accord, mais je vous dis, il y a une jurisprudence en la matière. C'est le même juge, ils sont encore là. Attendez. Je vous dis, c'est pas pour rien. Vous avez vu que la justice même est en train de requalifier les faits, non? Parce que si on ne requalifiait pas les faits de cette manière, il se peut qu'à un moment donné qu'on soit bloqué. Affaire de blanchiment, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est que
Omeki doit pouvoir justifier comment il a trouvé 1 milliard. Voilà, ça au moins ça tient encore la route. Ça tient la route. Voilà, donc ce n'est pas totalement les mêmes cas que non. Le non-lieu dont vous parlez, j'ai pas de compliqué. similitude, je ne dis pas exactement la même chose. Voilà, c'est pas... Donc, suivons quand même... Le non-lieu aura vraiment beaucoup de difficultés. Donc, maintenant... On a trouvé du numéré en espèces qu'on Oui. a exhibé, qu'on nous a montré dans des sacs derrière comment on appelle Non, je ne dis pas, du premier... Ça, ne serait-ce que ça, c'est bien un élément. On nous a montré des photos. On nous a montré des photos. On n'a pas vu la 4x4 avec l'agent. On nous a montré des photos. Donc, je vous demande de revoir. Vous doutez c'est pas que je doute. Je vous ai dit de dire ce qu'on a vu. Vous avez dit qu'on nous a montré 4x4. On n'a pas vu 4x4. On a vu des photos. Moi, je ne vois on a vu des photos. Je ne vois pas le procureur nous montrer des photos sans que cela ne soit pas vrai. Maintenant, ce que moi je dis, non, vous ne me comprenez pas. Je vous comprends parfaitement. Vous avez dit que vous avez vu 4x4 avec de l'argent. On a vu des photos. Devant le juge, le retenir que je dirais que j'ai vu des images. D'accord. Je n'ai pas vu l'argent cash. D'accord. Du crack. Non, on nous a montré avec les sacs décollés, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu l'argent avec les sacs décollés, j'ai vu les photos. Donc, je me base sur le fait que j'ai vu des photos. Et normalement, en réalité, on devait nous exposer l'argent. On devait au moins prendre du plaisir à regarder ça. Parce qu'on n'a pas... On a senti son odeur. On a senti l'odeur. On a manque d'argent dans le pays. Le juge aurait pu, le procureur nous aurait donné cette occasion de sentir l'argent frère. À 1,5 milliard, à quoi ça ressemble sur une table? C'est ça. Nous, on a envie de voir ça pour rêver grand, en fait. Bon, c'est une parenthèse. Mais ce sont des éléments, ce sont là des éléments de l'enquête. J'estime véritablement que oui, affaire complot contre la sûreté de l'État, aujourd'hui avec blanchiment de capitaux et troisième chose, corruption d'argent public. C'est des pistes sur lesquelles la justice aura certainement d'éléments pour peut-être condamner, notamment le ministre Omeki, malheureusement. Malheureusement, oui. Vous avez ajouté quelque chose? Non, je voulais juste dire que peut-être que comme ce sont des pièces à conviction, ce sont des éléments de l'enquête qui sont assez sensibles, peut-être qu'on n'a pas les exposer. Voilà, on ne voulait pas forcément les exposer. Et pour des raisons de sécurité aussi. Voilà, pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes... Aujourd'hui, nous sommes à la pointe de la technologie. Peut-être qu'à un moment, il y aura besoin simplement de voir s'il n'y a pas comment on appelle, des empreintes sur l'argent, il n'y a pas des ADN déposés dessus. Imaginez, on les exposait aux journalistes et que mon cher ami Maury ou Laurent est présent sur les lieux et que votre ADN se retrouve sur les lieux. Parce que déjà, si un cheveu tombe, voilà, donc il faut faire attention avec tout ce qui est rapport. Voilà, il faut faire attention. Vous avez dit que c'est une parenthèse. Oui, je comprends. Il faut quand même détendre. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit. Mais pourquoi on ne met pas... Parce que c'est vous qui avez réveillé la question en moi. Pourquoi en attendant, puisque le juge, vous avez parlé du juge d'instruction qui a demandé des enquêtes complémentaires, pourquoi en attendant, on ne met pas les individus en résidence surveillée et on les dépose? Non, moi je pense que ça c'est lié forcément à la procédure. C'est ce que la procédure demande certainement dans ce cas de figure qu'on est en train d'appliquer là. Il y aura, enfin, on va pas. Comme ce qui leur a reproché est assez grave. Vous voyez, on les laisse en liberté, ils ont tout le temps de refaire d'autres pièces à conviction, de refaire d'autres preuves. Donc il faut les mettre en lieu sûr pour éviter qu'ils aient même des contacts avec les possibles. J'allais vous poser la question, pourquoi on ne met pas Récam en résidence surveillée? Bon, pourquoi ne les avez pas mis en résidence surveillée d'abord avant de les condamner et vous voulez qu'on les mette eux autres en ils sont différents des autres citoyens. Quand les autres en l'air étaient en difficulté, on les a vus réagir. Non, je crois que personne... Je pense qu'à l'époque, j'avais aussi posé la question. Oui, c'est pour vous dire quoi. Malheureusement, la roue tourne. C'est vrai que dans tout ça, je continue de dire, moi j'attends le procès, la fin du procès. Mais j'estime que véritablement, si quelqu'un... la période de garde à vue est terminée, la seule chose... Voilà, c'est la procédure. C'est la procédure, c'est de les déposer d'abord. Après, maintenant, de là-bas, on peut organiser le procès la semaine prochaine et les innocentés sortis, c'est autre chose. Mais le plus important, c'est qu'il doit pouvoir aussi aller goûter au vent frais de la prison. Encore qu'aujourd'hui... Le vent est frais là-bas. Vous en savez quoi? J'aimerais bien savoir, mon frère. Donc, pour vous dire quoi? Vous ironisez juste pour... C'est une ironie, en fait. Vous savez très bien que même si vous avez tout en prison, ce n'est pas comme si vous... Ce n'est pas du vent frais que vous allez avoir.
Donc voilà, D'accord. mais je continue de dire, attendons de voir la suite. On peut donc attendons de voir la suite. Voilà, attendons de voir la suite, mais avant même la suite, ouais, le vent de condamnation qu'on entend un peu partout, qui souffle, tout le monde condamne et soutient le chef de l'État. Moi, ça me reste... Parlant de condamnation, la section UPR de Kpomensé a condamné ce qu'ils appellent coup d'État, que j'appelle complot contre la sûreté de l'État, et réaffirme son soutien au chef de l'État. Et c'est là, moi je dis... En fait, tentative de coup d'État, c'est quand on a vu les gens déjà au port de la marine avec des armes. Mais complot contre la sûreté de l'État. Ils veulent déstabiliser l'État. Et on les a vus avec des armes au port de la présidence. Ils ont échoué. C'est une tentative. Mais là, complot, c'est qu'ils étaient en train de parler, de discuter pour aller faire. Voilà. Et c'est pour ça que... C'est là où je vous dis, voilà. C'est pas très loin. On est pas très loin de la fête. Oui. Donc, on peut décider d'aller faire quelque chose et à la dernière minute, renoncer. Mais c'est-à-dire, mais là, dans le feu de l'action, on ne vous a pas vu en train de faire l'action. L'action, voilà. Maintenant, moi, je revenais sur le vent de condamnation qui souffle un peu partout. Tout le monde condamne, à part peut-être les démocrates, je crois, qui jusque-là n'ont pas réagi. Et puis, ils sont vraiment dans leur droit. Hein, parce qu'en tant que démocrates, leur objectif, c'est de bien s'asseoir, se mettre en première loge, bien regarder comment les loups se mangent entre eux et tirer de tout cela des stratégies pour pouvoir donc aller conquérir le pouvoir. C'est de bonne guerre. Moi, je ne les condamne pas. Mais par contre, dans la mouvance et tous les partis un peu proches donc, du chef de l'État, tous ceux qui condamnent... Non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai dit ça hier, j'ai été insulté proprement. Vous avez dit quelque chose par rapport à ça. En réalité, les démocrates ne doivent pas se prononcer n'importe comment. Non, c'est pas encore... Parce que les démocrates ont décidé de ne pas se prononcer. Pour le moment. Et je pense que c'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie politique. On ne peut pas leur en vouloir. Quelqu'un a quand même répondu à ceux qui m'ont insulté. Je ne suis pas encore allé jusqu'au bout. Quelqu'un m'a répondu à ceux qui m'ont insulté hier que... Quand on a arrêté Frère Rouvier, est-ce que les gens de la mouvance ont réagi? Ce n'est pas le même cas de figure. Non, mais écoutez, je peux vous dire, il y a question de liberté. Oui, chacun a le droit de réagir par rapport à ce qui l'arrange. Et nous sommes sur le terrain politique, on tire le drap de son côté. Et dès l'instant où on trouve une brèche, on s'engouffre. On essaie donc de voir ce que ça peut donner sur le terrain politique. Ça, c'est tout à fait de bonne guerre. On ne va pas empêcher les uns et les autres de réagir selon leurs intérêts. Les démocrates sont dans leur rôle, je le disais. Mais par contre, ce qui me fait sourire, c'est dans le camp de nos amis de la mouvance présidentielle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Il y a deux hommes forts au départ avec Talon. Enfin, quand le président devait prendre le pouvoir. En tout cas, dans le régime de la rupture, il y a deux hommes forts. Il y a le président Talon lui-même et il y a Olivier Bokor. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce camp-là présidentiel, que ce soit dans les deux blocs, que ce soit même peut-être dans Moël Bénet et tous les autres partis qui le soutiennent. Il y a beaucoup de personnes qui sont des dauphins ou bien même des poulains, des personnes qui ont été mises à la lumière par Olivier Bokor. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, on comprend, allez-y. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là, tout le monde condamne, mais sans hésiter. On n'entend personne dire « Ah, non, moi, mon mentor, je ne crois pas qu'il puisse. » C'est-à-dire que dans un autre pays, on aurait vu cela. Moi, ça ferait dans quel pays? Dans quel pays? Dans d'autres pays, je ne sais pas moi, je ne dirais pas le Togo. Sous d'autres cieux, je veux parler, je veux parler par exemple. Si vous levez pour dire que c'est mon mentor, il ne peut pas faire ça, vous aurez pu dormir avec lui hier. C'est cela aussi, je vous dis, avoir une grande liberté, pouvoir soutenir quelqu'un en qui on a confiance. Mais jusque-là, on n'a vu personne. C'est à croire que même ses proches même le condamnent déjà en réalité. Non, est-ce que le silence me dit qu'on les condamne? Ceux qui vont prendre petit déjeuner chez Olivier Bokor sont prêts à le renier déjà là. Non, voilà, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est le premier point. Je vous dis, le contexte béninois et la politique béninoise, en tout cas moi, de ma petite expérience dans ces affaires-là, je sais que les gens sont prêts à vous renier. Dès que vous êtes dans les mains de la justice, vous avez un petit problème. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est comment se repositionner pour survivre. C'est ça. C'est pas vous le problème. Dès que vous êtes en déchéance vis-à-vis du chef de l'État, tout le monde vous réunit. C'est une manière de faire chez nous qui est réelle. Et ça, je l'ai souligné. Je pense que tout le monde l'a bien vu comme moi. Et l'autre chose que je dis, c'est le chef lui-même, le président de la République. Il ne faut pas qu'il s'emballe trop. je veux dire quoi. Non, vous voyez tout ce monde-là autour de lui. Tout le monde veut gagner en estime. On va avec le chef. Ah, moi, je condamne. Vraiment, c'est grave. Vraiment, c'est pas bien et tout. Donc,
Et là encore, il y a deux cas de figure. Soit le chef lui-même, il montre que, voilà, autour de moi, je n'ai plus d'homme de confiance. Il faut que je reconstitue, on va dire, mon cercle restreint. Là, ils vont continuer comment on appelle, à s'agiter, à lui montrer, comment on appelle, comment est-ce qu'ils le soutiennent. Ou dans un autre cas, où il ne montre rien, il a déjà préparé son coup, il les connaît tous depuis plusieurs années, il a fait ses choix déjà, il sait qui est qui. Voilà, là, c'est un autre cas de figure également. Donc, vous voyez, c'est très important peut-être de revenir sur ces aspects-là, parce que c'est clair qu'au sein de la mouvance présidentielle, les lignes bougent déjà, à mon avis. Les lignes bougent, ne serait-ce qu'au sein de l'UPR, même si ce n'est pas encore visible. On sent qu'il y aura peut-être des chamboulements, on sent qu'il y aura des choses. Parce que Olivier Boko était très puissant dans ce cercle-là. Donc, il faut s'attendre. Voilà, il est puissant. Il est puissant, bon, d'accord. Donc, il faut s'attendre à des comment on appelle, à ce que la ligne bouge, à un rebattement, on va dire, des cartes au niveau de la mouvance présidentielle. Moi, je crois que Patrice Talon n'est pas. En tout cas, politiquement, il est bien calé. Oui, celui qui n'agit pas dans la précipitation. Encore que toutes les listes de positionnement, de nomination, il a fait avec son ami Alter Ego. Donc, il connaît ceux qui sont très proches de son ami, il connaît ceux que lui-même il a promus. Donc, je pense que même tous ceux qui s'agitent à sortir communiquer, ils font des trucs comme ça pour plaire à Patrice Talon. Il n'est pas aussi bête politiquement. Il connaît la réalité politique au Bénin. Donc, je préfère dire, en tout cas, je préfère dire à ces personnes-là, c'est mieux pour vous de vous calmer, de vous taire. Attendre l'issue non, c'est ça, de vous calmer, de vous taire. Pourquoi? Parce que quand vous parlez et que le monsieur sait très bien que vous, au moins là, son ami lui a dit que vous êtes l'enfant de son ami d'enfance, ou bien l'enfant, ou bien que vous êtes la nièce ou le neveu de son nièce. Et il connaît le lien qu'il y a entre vous. Et c'est vous qui voulez faire communiquer avec lui pour montrer à Patrice Talon que vous êtes avec lui. Mais Bobo Béninois, apprenons à être reconnaissants parfois pour ces personnes-là quand elles se trouvent en difficulté. J'estime, je ne dis pas d'aller soutenir pour dire le coup d'État, c'est non. Mais garder le silence. Ne serait-ce que garder le silence. Ou alors peut-être dire, écoutez, bon voilà, vous savez ce qui se passe. Telle personne, je ne crois pas encore, mais j'attends la manifestation de la vérité par la justice. Mais pendant ce temps, nous disons au gouvernement, au président de la République que Dieu l'aidera à accomplir son mandat. Et puis ça s'arrête là. À Olivier Boko, toute notre admiration, compassion. C'est simple. Mais les gars viennent avec communiqué et ils disent que d'abord ils condamnent en même temps. Vous n'êtes pas juge, vous condamnez en même temps. Même la justice maintenant est en train de vous dire que ce n'est pas tentative de coup d'État, que c'est complot contre la sécurité de l'État. Ceux qui ont sorti communiqué... Donc vous invitez les gens à la prudence. À la prudence. Au calme. On ne réunit pas les gens publiquement aussi facilement comme ça. Surtout qu'on sait. Je les connais. Moi, en tout cas, en son temps. Moi, je ne vais pas hésiter à citer certains noms. Même si je ne les cite pas ici, je sais où je vais écrire ça publiquement. Pour leur dire qu'ils sont malhonnêtes. D'accord. Alors, le mois du consommant local démarre. Nous sommes en... Non, le mois du consommant local, oui. Le mois de la lutte contre le mois du consommant local. Le mois d'octobre. Oui, le mois démarre. Le mois d'octobre est désormais consacré au consommant local. Nous sommes à la 5e édition. Et c'est aussi Octobre Rose. Oui, c'est aussi Octobre Rose. Il faut palper. C'est pour ça que vous êtes en rose. Oui, mais bien sûr, vous l'avez bien su. Vous l'avez bien su. Il faut palper les seins. Qui doit palper? Les médecins. Il y a une femme qui a une gynéco à Porto-Novo qui a dit, excusez le mais que les hommes doivent sucer les seins de leur épouse pour leur éviter le cancer du sein. Tous les hommes qui ne font pas ça doivent être traduits en justice. Parlons d'abord du consommant local. Non, bon. C'est ce qui m'intéresse d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est Octobre Rose d'abord. Octobre Rose, la santé des femmes. Parce que je ne suis pas célibataire. Bon, parlons alors d'Octobre Rose. Allons à la une de Dabarou qui parle du mois de la lutte contre le cancer du sein, le dépistage, l'ultime solution. Mais vous voyez bien l'image. Il faut que la femme, quand elle se lève le matin, qu'elle palpe ses seins pour voir s'il n'y a pas de nodules. Lorsque vous sentez de nodules dans vos seins, vous signalez en même temps et vous vous rapprochez des personnes compétentes pour qu'on vous consulte. Par contre, vous parlez de sucer les seins chaque matin.
Je vous laisse la parole. Le problème, non, donc je dis, ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. On a tous vu la vidéo circuler. C'était un reportage. Et la dame disait non, les hommes doivent sucer les seins de leurs épouses. Donc, je ne dis pas aux étudiants, aux jeunes élèves d'aller sucer les seins de vos camarades de classe. Hein. C'est marié, il faut sucer. Le matin, il faut aider la femme. Parce que si la dame a cancer de sein, c'est vous qui dépensez, c'est vous qui souffrez encore. Donc, il faut faire ça. Mais j'ai une question, Moïse. Oui. On dit que le cancer de sein, c'est un nodule dans le sein. Et que si on suce là, qu'il n'y aura pas de cancer de sein. Ça veut dire que est-ce qu'on suce le nodule, est-ce qu'il n'y aura pas de cancer de la gorge? Non, je n'ai pas compris votre question. En suçant le sein, pour empêcher le cancer de sein, c'est que est-ce qu'on n'aura pas, l'homme n'aura pas de cancer de la gorge? Non, le cancer n'est pas une infection contagieuse, non, je pense pas que ce soit contagieux dans ce sens-là. Mais bon, par contre, moi je veux bien, nous sommes 3 hommes sur le plateau, et il ne faut pas que les téléspectateurs nous regardent comme des hystériques, des obsédés des seins. Bon, même si on vous regarde comme ça, quel est votre problème? Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Attendez, mais je ne vous comprends pas. Pourquoi vous voulez faire le sérieux? J'ai fait d'autres mariage religieux, mariage civil et tout. Et vous voulez que comme c'est pourquoi vous voulez faire le sérieux sur ce plateau? Tout le monde, tout le Bénin sait que vous sucez ça. Maintenant, pourquoi vous voulez nous faire le sérieux sur ce plateau? Ok, mesdames, messieurs, j'adore sucer. Mais c'est ce qu'il faut dire. De ma femme. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça, je suis d'accord. Mais bon, c'est un problème de santé publique, c'est ce que je voulais dire. Revenons au sujet de manière très sérieuse. Donc, c'est un problème de santé publique, c'est quelque chose de très important. Enfin, on a parlé tout à l'heure de nodules. Ce n'est pas tout le monde qui comprend peut-être nodules, des grains inappropriés dans les seins. Les femmes, vous connaissez, vous savez quel grain est normal, quel grain n'est pas normal. Donc, vous voyez quelque chose d'anormal, il faut toujours tirer la sonnette d'alarme, voir comment est-ce qu'on consulte, voir comment est-ce qu'on fait un dépistage, pour voir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Parce que quand c'est trop tard, c'est fini, la gangrène prend vraiment tout le corps et là, c'est vraiment déplorable. Donc, c'est le moment juste donc, de pouvoir, tout ce mois-là, tous, nous devons donc être aux côtés de nos femmes, être aux côtés de nos mères, être aux côtés de nos filles, pouvoir les sensibiliser sur ce mal-là. Il suffit juste de dépistage et puis paf, vous êtes sauvés. Vous voyez. Alors que si vous le laissez, c'est grave. Donc voilà, par rapport à Octobre Rose, vous avez parlé du consommant local. D'accord, parlons consommant local. Je vais faire une petite remarque tout de suite. Tous les 3 ici, là, regardez comment nous sommes habillés pendant le mois de consommation local. En fait, donc ça veut dire qu'il y a du boulot encore à faire. Je ne vous laisse pas finir parce que l'exigence pousse pour l'émission ici fait qu'on doit être en costume. À plusieurs reprises, j'ai tenté de corriger cette affaire. Et Maurice en sait quelque chose. Mais ce n'est pas aussi accepté de l'opinion. C'est vrai que costume, chemise, cravate, ça fait beaucoup plus sérieux. En réalité, et puis on est sur une émission, on parle de politique, on parle, vous savez, les accords politiques. Ça fait sérieux. Donc c'est un peu ça. Mais par contre, les autorités décrètent mois du consommant local. En réalité, on doit mettre au niveau des super grands supermarchés du Bénin, là, des agents de sécurité pour guetter les ministres et les députés qui viendront acheter des produits importés là. Ça commence par là. C'est ça. C'est la première chose. Ils vont faire conférence de presse, déclaration, et on fait lancement du mois officiel, et on met les mamitos en tête cuite, je sais pas, sur les tables, on mange, il y a 4 TV, et on met, attends. Mais juste pour les photos. Les gens quittent là en même temps. Le soir, ils vont passer dans le supermarché pour acheter du riz importé. C'est ça. Pour leurs enfants. C'est ça. Ils vont acheter du riz importé. Alors qu'il y a des producteurs de riz ici, il y a quand même une qualité de riz que moi je consomme depuis pratiquement 4-5 mois. Ce n'est que ça. Et c'est produit au Bénin. Voilà. Parce que j'ai dit non, écoutez, donnez de la force. Et vous êtes satisfait de la qualité. Et moi, je pense que c'est sur la qualité que nous devons travailler. Oui, mais si les autorités ne consomment pas, comment ils peuvent travailler sur la qualité? Oui, il faut consommer, je suis d'accord. Il faut consommer pour relever les insuffisances. Il faut soutenir les PME, les industries, qui se débrouillent de manière, enfin, on va dire encore artisanale pour faire quelque chose. La qualité ne sera pas toujours au rendez-vous s'ils n'ont pas de soutien. Et le consommateur, quelle que soit notre fierté, quel que soit notre patriotisme, si la qualité ne suit pas, on ne peut pas consommer. Encore que tout ce qu'on déverse ici, nous consommons importé. Oui, tout n'est pas de bonne qualité aussi. Quelle est la qualité? Tout n'est pas de bonne qualité. Je suis d'accord également. Donc, il faudrait qu'on se rapproche un tout petit peu de tout ce que les autres font et qui font que nous, on se tourne aujourd'hui vers ces choses importées-là.
comment est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de venir exposer du jus d'ananas fait maison, de venir exposer du jus de tamarin, de venir exposer du atapo tevipo, des foyers en terre cuit, comment on appelle, des marmites. Non, c'est pas ça. C'est pas l'exposition là qui compte. Mais les réflexions derrière. Les réflexions. Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir ces PME, PMI? Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir toutes ces personnes-là qui travaillent dans le sens de mettre en valeur nos produits? Vous êtes par exemple très fiers de votre, comment on appelle, ananas, le pain de sucre d'Alada. Vous en êtes très fiers. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que tout soit transformé, par exemple, sur place avant de pouvoir. Je vous dis ce qui est choquant. Il y a au moins 2 entreprises qui produisent du jus d'ananas ici. Je ne vais pas citer les 2 se retrouvent, les deux grandes entreprises qui produisent du jus d'ananas de qualité sont à Alada. Mais en dehors de ça, au cours de ce gouvernement en tout cas, il y a une entreprise étrangère qui est arrivée, qui est aussi à Alada sur la voie de Ouida, qui produit des jus d'ananas, de papaye et de pastel, qui exporte ça chaque semaine. Voilà. Attendez, malgré ça, au niveau de nos douanes là, les gens continuent d'importer du jus d'ananas pour nos enfants. Voilà, c'est pas bien. Il y a un problème. Moi, je vais vous dire, j'ai goûté quelque chose de l'extérieur une fois, je crois que ça doit être chinois ou... Enfin, donc, normalement, lorsqu'on produit l'ananas, on doit chercher à transformer, à produire du jus d'ananas et éviter que l'on ne transforme. Il faut renforcer ce que... Il faut soutenir ceux qui sont... J'ai dit qu'une entreprise, par exemple, les 2 grandes entreprises qui produisent du jus d'ananas, il y a une entreprise, je ne vais pas citer le nom, mais qui produit ça dans de grandes... dans de grands fûts. Oui, dans de grands fûts. Et qui exporte ça dans un pays d'Europe. Et là-bas, c'est reconditionné. Et on nous ramène. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas, voilà moi mon problème, pourquoi on ne met pas les moyens à ce monsieur-là, à cette personne-là qui aujourd'hui produit cette grande quantité, les moyens pour reconditionner, pour bien pasteuriser, pour bien mettre ça en bouteille et avec les étiquettes. Pourquoi on ne lui donne pas les moyens? Elle faisait ça. Jusqu'à elle a trouvé ce marché-là, ça l'arrange. Elle est beaucoup plus voilà, si ça l'arrange, ça veut dire que sur le terrain, il n'y a pas un soutien qui puisse l'arranger. Et quand ils vont finir de produire là-bas, où est-ce que ça va venir? Ça revient encore vers nous ici. Maintenant, moi, je vais vous dire, j'en ai une petite expérience, quelque chose qui est peut-être banal, il suffit simplement d'y penser. Moi, j'ai mangé de l'ananas séché une fois. Moi aussi. C'est très sec, mais c'est tellement bon. De la viande séchée. Et ouais, c'est pas béninois. Ça m'a fait un choc. Est-ce que vous avez mangé des champignons? Oui, je mange souvent des champignons. Oui. Les champignons, c'est très bon. Voilà. Parce que on fait frit et puis vous faites un peu de moyo. Voilà. C'est formidable. Avec un peu de piment, un peu de cassage chaud. C'est formidable. Donc, maintenant, sur les réceptions, on observe quelque chose. Sur les réceptions, on observe quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils organisent des fêtes, c'est uniquement des mets, des chélis, tchongoli, wakoli, densunu, asrong. Et puis, vous ne voyez que des trucs là, même pour les entrées. Vous voyez par exemple des konkada, nougat, kouli. J'étais allé à un mariage et puis, en attendant qu'on aille dans la salle pour l'apéritif, là où on nous a amené, il y avait du gari, il y avait du cuicui, il y avait du konkada, il y avait de ce qu'on fait avec coco là, et sous forme de boule là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y avait du tchakpalo, il y avait du tchoukoutou. Samedi dernier, j'ai animé un mariage. Vous savez, l'apéritif, c'était quoi? C'était quoi? C'est du amasinji. Du amasinji, 2 grandes bouteilles d'amasinji. Il y avait la fille dedans, il y avait moringa tout dedans. C'est du solabi naturel. Et les gens venaient se servir. Ce n'est pas les boissons importées où les sobraja en faisaient de mauvaise qualité. Pour éviter ça, les gens ont amené le amasinji. Tu prends ton verre, un bon verre ou 2 si tu veux. Et tu es tranquille. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion une fois d'aller à l'ambassade de Chine lorsqu'ils font des réceptions. Vous voyez ce qu'ils nous servent? C'est la meilleure de leur pays. Je vous assure, quelquefois, tu regardes l'état, tu te dis, Seigneur, je vais goûter ça. Mais finalement, tu te dis, voyons voir, il faut découvrir. Et tu découvres que, bon, finalement, l'image qu'on a, c'est pas ça vraiment dans le... Donc, il faut apprendre à faire découvrir nos comment on appelle, nos seulement faire valeurs, découvrir, non seulement faire découvrir, mais c'est consommer. Parce que, excusez beaucoup, mais vous allez dans les restaurants des Libanais aujourd'hui à Cotonou, les Libanais viennent manger là. Vous allez dans les restaurants des Chinois, les Chinois vont manger là-bas. D'accord? Et vous prenez... Même les Camerounais, il y a des coins Camerounais au Bénin, là-bas, beaucoup de Camerounais vont manger. Je connais un coin à Zongo, par exemple, c'est un coin des Ghanéens. Tous ceux qui sont Ghanéens, pratiquement à Cotonou, là, la grande partie, c'est là-bas ils vont manger. Pourquoi nous, ici, là, on ne peut pas se faire ça, se donner la main? Je pense que mais ça part de nos autorités. Je continue de dire ça part de nos autorités. On ne peut pas décréter un mois du consommation local
et se pointer chaque semaine dans les grands supermarchés et aller acheter du jus importé, acheter des trucs importés. Prenons l'habitude de consommer ce que les gens font ici. Et c'est en consommant que nous pouvons relever les insuffisances et les aider à corriger. Voilà. Je mets toujours d'exemple. Votre mot de fin. Oui, par rapport à ça, moi j'ai reçu un Européen il n'y a pas longtemps, la semaine dernière juste. Et par rapport dans les mets qu'on voulait lui offrir, moi j'ai dit aux gens, ok, mettez un peu de découverte dedans, que ce soit des choses. Donc on a mis un peu d'attiéké, des choses comme ça. Donc je lui ai dit, l'attiéké tu manges? Elle dit, je connais, mais c'est très bien, je veux manger de l'attiéké. Donc les Ivoiriens ont fait un travail par rapport à ça. Aujourd'hui, l'attiéké est reconnu. Mais vous savez ce que je lui ai demandé? Encore que la Chine non, produit, attendez, voilà. Et je lui ai demandé après, et le cli-cli, tu connais? Il m'a dit non, qu'il ne connaît pas. Tu veux découvrir? Il a dit oui, mais tu vois, parce qu'il ne sait pas. Il mange quand même des cacahuètes, il mange toutes ces choses-là, mais il ne connaît pas cli-cli. Donc, c'est notre travail à nous. Moi, je suis sûr que le cli-cli, ne serait-ce que les ronds qu'on fait avec différents arômes. Aujourd'hui, les gens font avec du gingembre, d'autres font avec du piment. Pour faire un clin d'œil, il y a Kankangbe qui est devenu vendeuse de cli-cli national. Vous m'informez. Oui, non, elle est en train d'innover en la matière aujourd'hui. Donc, vous voyez, parce que le cli-cli, c'est quelque chose qu'on peut vendre. Mais elle est en train de reconditionner maintenant ce produit-là. Elle vend ça avec beaucoup de fierté. Elle participe à beaucoup de festivals. Même quand je dis le nom, le blanc, il me regarde avec de grands, ça sonne bien, ça clic. Donc, c'est des choses qu'on peut vendre, mais on laisse tomber, on est là, on pense que non, c'est du n'importe quoi. Beaucoup de personnalités aujourd'hui, je vous assure, se mettront en veste, cravate et tout. Ils seront incapables peut-être même d'exposer du cli-cli dans leur mail, de dire voilà. Moi, je le ferai sans souci parce que c'est ma culture, j'aime bien ça. Manger du cli-cli pour démontrer aux autres que voilà, je suis fier de ce que je suis et j'ai quelque chose à apporter à l'humanité également. J'ai un ami, c'est ensemble au délai du Gary, mais aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'il a délai du Gary. C'est la dernière fois quand je me suis rendu chez lui que je lui ai dit, écoute, mon gars, ce qu'on faisait avant, viens, on va faire. Et on était en train de manger, il était en train de jouer au malin. J'ai dit, mais toi, on mange Gary ici, non? On délaie ensemble ici. Aujourd'hui, que tu ne peux plus manger du Gary. Les gars ne veulent plus manger même notre arachide. Pour eux, ils ont l'argent. C'est aller là-bas pour aller acheter une noisette. Voilà, vous voyez un peu. J'ai été en Turquie. La région dans laquelle je suis allé en Turquie, Ordu, c'est la région au plan mondial qui produit la plus grande quantité de noisettes. Même au sommet des montagnes, ils produisent les noisettes. Et c'est eux qui fournissent les noisettes au monde entier. Et c'est ça qui fait la force de cette région-là, de la Turquie. Ils ont tout, rien ne leur manque. Même leur aéroport, c'est pratiquement sur la mer Noire qu'ils ont réussi à faire la piste, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Mais leur production de base, c'est les noisettes. Ici, là, on ne veut pas ça. C'est malheureux. On a ananas. Oui, mais on connaît Agronicole comme notre production de base de cli-cli. Mais regardez, à Aladala, on parle du ananas maintenant, non? Mais il n'y a pas de voie à Alada pour circuler. À l'intérieur? Oui, il n'y a pas de voie. Voilà. Alors qu'il y a du champagne aujourd'hui que les gens prient, c'est à base d'ananas. Et les gens en achètent. Oui, il y a des et nous, on a l'ananas, mais à foison. Nos paysans se battent tous les jours pour produire le meilleur ananas du monde. Pour faire le champagne d'ananas. Pourquoi on ne leur donne pas les moyens? Ne venez pas nous raconter, et voilà, on va s'asseoir encore, on va présenter... Ceux qui sont dans le secteur... Non, pas d'exposition du consommation local. Qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Quels sont les moyens qu'on met à la disposition des industriels? Si peut-être les personnes qui sont chargées de ce mois local là nous écoutent, écoutez, invitez-nous. Elles nous écoutent. Je ne vais pas venir en tant qu'expert, mais venir relayer ce que vous faites. Moi, je veux bien savoir. Qu'est-ce qu'on met à la disposition des PME, PMI, pour que ces personnes-là produisent des choses à partir de comment on appelle, de nos produits locaux. Moi, je veux boire du champagne béninois. J'en ai envie. Ce ne sont pas des gens qui sont cachés. Le mois de consommation local se déroule à la place de l'Amazon. Et déjà, à partir de 14h ce soir, vous pouvez vous rendre là-bas. Maintenant, si vous voulez des contacts au ministère, on va vous donner les contacts pour que vous puissiez les voir. Moi, je consomme déjà local. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je consomme déjà local. Tout ce que je consomme, la grande partie, c'est du local. Très bien. Moi, il n'y a pas de jour, je ne prends pas quand même une canette de jus d'ananas, en tout cas, produit chez moi. Et ça, c'est une fierté. Parce que celui qui a commencé ça, pour vous dire, il a juste fait le lycée, il a fini. Il est resté au village, revenu au village, il a dit à sa maman, on a appris à faire du jus, je vais continuer à faire ça. Il a continué à faire ça. J'étais encore là à l'époque. Mais je vous dis aujourd'hui, il fait partie quand même des plus grands producteurs béninois. Mais pourquoi on ne peut pas faire en sorte que la production soit davantage soutenue dans toute la sous-région? C'est ça. Burkina Faso, Mali, Niger, tous ces pays consomment ces produits. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il y a un problème. Il y a d'autres acteurs qui sont dans le secteur qui ont besoin de force
qu'on les soutienne, Voilà, que il nous faut puissions soutenir ces consommer. personnes-là. Que ce soit ceux qui font... Il y a une dame qui fait extraordinaire, elle fait du vin du bissap. Parce que les vins que nous consommons, il y en a de qualité qui viennent de l'Europe, je suis d'accord. Mais les gens font du vin de mauvaise qualité et c'est ça qui devient le marché. Laurent, mesure exceptionnelle, on va observer une courte pause, mais je ne vous laisserai pas partir. Oui, parce que je suis en train de recevoir l'interview accordée par l'un des avocats à Ounou, avocat de OB, hier nuit, et nous en avons l'exclusivité. Et donc, on va faire une courte pause, le temps que je ne mette à disposition l'interview à la régie, et puis je vais jouer l'interview, on va revenir, on va jouer l'interview, et vous allez vous prononcer avant que nous clôturions cette phase d'analyse. C'est de façon exceptionnelle qu'on va le faire, parce que pour pouvoir être en avance, vous le savez. Voilà. Ok, on va observer une courte pause, Boris, et on va revenir pour suivre rapidement l'avocat à Ounou de Olivier Boucon. Diaspora FM. Chers annonceurs et partenaires, touchez efficacement votre cible avec Diaspora FM la 102.3. Réalisation et diffusion de spots, lecture de communiqués, production et diffusion d'émissions de qualité, publi-reportage, offres promo et bien d'autres. Diaspora FM, votre partenaire incontournable. Contactez-nous dès maintenant au plus 229 90 00 16 15. Disponible sur Play Store et Apple Store ainsi que sur Canal Plus au numéro 587. Diaspora FM, la radio africaine. Voilà, donc oui, il paraît que la vidéo circule sur les réseaux sociaux, mais bon, voilà, pour également être en phase avec ces médias qui vont très vite, on va suivre cette vidéo. Il y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. Et il faut retenir que de façon schématique, 3 ont fait l'objet de mandats de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. Techniquement, ça signifie qu'ils bénéficient d'une poursuite sans mandat, mais avec une liberté relativement restreinte. Et donc, ils vont retourner chez eux après avoir accompli certaines formalités. La procédure a été respectée. Vous savez, les faits sont criminels. Et quand les faits sont criminels, la loi exige que l'instruction préparatoire est obligatoire. C'est-à-dire, un juge d'instruction doit connaître des faits et pousser les investigations avant qu'une juridiction, au fond, ne soit saisie. Et donc, pour ce faire, il faut un réquisitoire introductif qui est délivré par le procureur de la République ou le procureur spécial en l'espèce. Et donc, c'est sur cette réquisition ou c'est cette réquisition qui saisit le juge d'instruction. Donc, ce qui s'est passé ce matin a été exact. Il faut aussi noter que le procureur spécial nous a accordé un bon moment pour que nous puissions prendre connaissance du dossier. Quand il nous a appelés, on lui avait dit et que nous n'étions pas prêts, il nous a également accordé du temps. Et donc, quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va, également, il faut le dire. Et après la comparution devant la chambre d'instruction, son rôle est de poser l'inculpation. Et après ça, on s'est retrouvé devant la chambre des libertés de la détention, dont le rôle, il faille le préciser, n'est pas de connaître du fond du dossier, n'est pas de dire si les faits reprochés aux mises en cause sont constitués ou non. Mais son rôle est de statuer sur la détention provisoire. C'est-à-dire que lorsque le ministère public estime que les mises en cause doivent être poursuivies ou gardées en détention provisoire en attendant le jugement, le rôle de la Chambre des libertés de la détention, c'est de connaître exclusivement de cette question. Et donc c'est ce qui s'est passé. Nous avons passé les 3 étapes, la présentation devant le parquet spécial, la comparution devant la chambre d'instruction, et puis nous avons fini ce soir devant la chambre des libertés. Je tiens à préciser que
il ne s'est pas agi aujourd'hui, ce soir, de la pertinence ou non des infractions retenues contre les mises en cause. Il s'est agi exclusivement de trancher la question de savoir est-ce qu'il faut les poursuivre sans ou avec mandat. Et donc la Chambre des libertés de la détention ne tranche pas le fond du litige. Cependant, évidemment, pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, pour pouvoir apprécier d'abord s'il faut poursuivre et en plus s'il faut poursuivre avec mandat, il faut qu'il y ait une certaine charge. Et donc relativement à cela, ce que je peux vous dire à l'étape actuelle de la procédure, c'est qu'il est révélé à travers les constances du dossier que concernant M. Olivier Boucor, il n'existe aucun fait matériel. Vous savez, la justice pénale ne se fonde pas sur des déductions, des présomptions, des suppositions, non. La justice pénale se fonde sur des faits concrets. Et parlant de faits concrets, il n'existe pas. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre, ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre, a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Boucor relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc, matériellement, ça n'existe pas. Voilà ce que je peux vous dire. La procédure ne fait que commencer. Et donc, comme je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a eu aucune violation des droits de la défense. Tout s'est passé conformément à la loi. Et évidemment, le dossier va se retrouver devant les juges d'instruction. Et les juges d'instruction vont faire ce que la loi a prévu qu'ils fassent. Et la défense fera également son travail. Alors, est-ce que le colonel est poursuivi? Non, il n'est pas poursuivi, monsieur Thévoyeret. Je peux vous citer les infractions que le parquet spécial a retenues. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a complot, il y a blanchiment de capitaux et enfin corruption d'agents publics. Voilà. Non, nous ne sommes pas encore en procédure de jugement. Nous sommes techniquement aujourd'hui en procédure d'instruction. Et l'instruction se passe selon un calendrier que les juges d'instruction vont s'établir. Ils vont reconvoquer les mises en cause selon leur rythme et selon leur inspiration et ils vont poursuivre l'enquête. Vous savez, le moral pour moi, c'est une question de vie privée. Je garde le moral pour moi. Vous avez d'autres questions? Il se porte bien? Je garde ça pour moi, monsieur le juge. Je vous dis que les éléments du dossier ne lient en aucun point M. Olivier Boucor. Ça n'existe pas. Je ne peux pas vous étaler ici les détails. Mais retenez qu'il est constant au dossier qu'il n'y a pas de lien. Mais il n'est pas tout à fait surprenant que les juges aient décidé de poursuivre avec mandat. Ce que la presse doit retenir, c'est que nous ne sommes pas au fond. Parce qu'il y a des interprétations qui, au surplus, sont de nature à violer la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas au fond. La seule question qui a été tranchée aujourd'hui, c'est que pour les poursuivre, est-ce qu'il faut les laisser en liberté ou les mettre à la disposition de la Cour au moyen d'un mandat? Et c'est ce qui a été fait. Justice. Vous savez, la justice, c'est comme vous versez du maïs au sol, vous ramassez avec du sable et après arriver à la maison, vous faites la distinction. Au fait, comme je vous l'ai dit, la question qui était posée aux juges aujourd'hui n'est pas de savoir s'ils ont commis ou pas. C'est au regard des circonstances de la cause, est-ce qu'il faille les laisser en liberté, contrôler leur liberté? Nous avons souhaité que face à la vacuité du dossier, ces gens-là, même si les faits sont dits graves ou pas, au regard de la trame même du dossier qui est déjà là. Vous voyez, on peut les mettre sous contrôle judiciaire, mais on n'a pas été suivi. Mais une fois encore, nous ne sommes qu'au petit matin de ce processus judiciaire. Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir? Évidemment, monsieur. Je viens de vous dire, il n'y a pas de chance. Quand on ne trouve pas maintenant, on ne trouvera pas. On ne fabrique pas les preuves en droit pénal. Ah, voilà. Voilà. Laurent Roland Taneke Soumari, un jour, en quelques minutes, je vous donne 3 minutes voilà, pour vous prononcer sur ce que vous avez entendu. Vous avez entendu, je crois que l'avocat a été on ne peut plus clair.
Déjà, moi, je retiens dans ses propos qu'il salue déjà la procédure. Il n'y a pas de vice de forme, enfin, vice de procédure, je veux dire. Et donc, tout se passe plutôt bien selon lui. Il a martelé, il a dit, on lui a posé la question à plusieurs reprises. Et je le vois cette fois-ci plus calme, plus retenu. C'est vrai qu'il est toujours démonstratif comme la dernière fois, mais il est plus serein cette fois-ci. Donc, bon, attendons de voir la suite. Comme il a dit, lui-même l'a dit clairement, c'est l'instruction, c'est le juge d'instruction qui permettra donc de donner une suite à cette affaire. Mais une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'ils sont sous mandat donc de dépôt. Et ça, il a retenu. Maintenant, pour son comment on appelle, pour son client, il estime qu'il n'y a pas de preuve aujourd'hui. C'est ça qui pousse à aller donc faire donc cette instruction-là. Attendons d'entendre le son de cloche aussi du procureur finalement, puisque c'est le procureur qui a demandé l'instruction. Donc, attendons de voir. On a entendu lui son son de cloche, c'est déjà très bien qu'on puisse l'entendre. Il faudrait que le procureur aussi à un moment monte au créneau pour nous dire ce qu'il pense de tout ceci. On salue au passage cette équipe de DNTV constituée de Clémence Sonoucoin et de Peggy Ludovic Dagba qui ont fait pied de grue depuis le matin jusqu'à tard la nuit pour pouvoir nous avoir dans ces interviews. Laurent, je vous donne la parole et ce sera je crois la fin. Je crois que l'avocat a dit quelque chose de très capital que je venais de dire encore ce matin, que les gens cessent de sauter pigeons dans ce dossier. Ce dossier nous réserve beaucoup de surprises et donc ceux qui déjà trouvent la culpabilité d'Olivier Bokor au point de condamner, d'apporter leur soutien au chef de l'État, doit pouvoir prendre du recul, attendre d'abord que la justice se prononce. Donc oui, écoutez, on voit, c'est des acteurs pas des moindres de notre pays ces 10 dernières années. Et donc, quand on sait que des gens sont des amis depuis des années et que l'autre a bien vu l'autre nu, on ne se met pas dans leur affaire. On observe. Et c'est quand c'est tranché qu'on tire une conclusion, on en parle. Je demande aux gens de prendre du recul. Parce qu'après, s'il arrivait que demain, Olivier Bokor était innocenté, il pouvait poursuivre toutes ces personnes qui ont déjà, par agitation, prouvé le parce que son avocat est plus en confiance désormais. Voilà. Il y a des chances qu'il soit innocenté. À tout moment, ça peut se retourner contre toute personne qui tente de trouver leur culpabilité. J'ai vu des choses écrites par des journalistes, excusez, j'ai eu de la peine à lire ça. Je ne connais Olivier Bokor ni Dev. Et que tout le monde connaît ma position par rapport à ces acteurs politiques, notamment Olivier et Ozan Meki. Mais je pense que ce n'est pas parce que je ne les maîtrise pas et que je n'ai rien de bénéficié de chez eux qu'ils veulent automatiquement voir qu'ils veulent tuer et que ils sont mauvais, ils sont ci, ils sont ça. Non. Et ce qui est choquant, c'est les mêmes personnes qu'ils ont faites qui aujourd'hui deviennent leurs bourreaux et qui en arrivent à approuver leur culpabilité. C'est bien dommage. Laurent Roland-Tonnet, merci. Merci pour vos analyses. Oumar, c'est fini, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, merci. On attend la suite, merci. On attend le juge d'instruction. Merci à vous. Vous aurez compris, mesdames, messieurs, exceptionnellement, oui, il fallait quand même voilà, vous informer. Nous, c'est notre leitmotiv et c'est ce que nous faisons chaque jour. Il fallait vous informer au plus vite. On sait que vous nous suivez et vous êtes très nombreux d'ailleurs. Et donc, vous avez toutes les informations, vous avez suivi des analyses, mais en plus, vous avez eu un son de cloche de l'avocat d'Olivier Bokor sur ce plateau. Nous allons donc renvoyer, si vous me le permettez, si le thème ce n'est pas trop dur, renvoyer les analystes politiques à d'autres... vous prenez combien de nous pour ce matin? Non, nous allons si vous renvoyez, c'est pas évident. À d'autres tâches. Ah, okay. Vous renvoyez à d'autres tâches. Voilà.